Bienvenue sur leur FM 100.9. Rendez-vous avec la politique cette semaine, Gilles. Et en fait, notre invité cette semaine, il était député la dernière fois qu'il était venu dans nos studios. Et désormais, il est référent d'un jeune parti politique dans notre département. Bonjour Philippe, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec la politique. C'est le numéro 5, déjà le numéro 5. C'est vrai, c'était un député. On a presque envie de lui demander si ça se passe bien à la retraite. On y viendra tout à l'heure. Il était aussi vice-président du conseil régional. On ne va pas se mélanger parce que c'est vrai que le conseil régional est devenu plus grand puisqu'il a fusionné avec l'Auvergne. Donc, ancien député socialiste, il est aujourd'hui le référent en Loire de La République En Marche, Jean-Luc Gagnère. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, je l'ai dit en préambule, est-ce que vous êtes en retraite ? Non, je ne suis pas en retraite. J'ai décidé d'arrêter et j'ai repris une activité professionnelle. Donc, je ne suis absolument pas en retraite. J'attends 62 ans. C'est dans quelques mois. C'était un petit trait d'humour. Non, mais tout le monde croit que les députés, quand ils arrêtent, ils ont une rente. Ben, c'est pas comme ça. Il faut attendre comme les autres, 62 ans, et avoir ces trimestres. Donc, ça vous obligeait de retourner, j'allais dire, un peu dans le privé ou dans le professionnel ? C'est très, très bien comme ça. C'est très, très bien comme ça parce que, j'imagine, moi, j'ai décidé d'arrêter, mais tous ceux qui ont été un peu contraints, forcés d'arrêter, par les urnes, ils le prennent très très mal. Et donc je pense que c'est très très bien qu'on puisse décider d'abord de son sort. Il faut toujours être acteur de ce qu'on veut faire. Et puis entre la vie politique qui est quand même intense et on peut dire ce qu'on veut, qu'on soit de droite ou de gauche, celui qui fait son boulot, il n'a pas des semaines calmes. Et revenir à une vie juste normale, eh bien c'est pas si simple que ça. Et donc on est suractif et après on a l'impression de rien avoir à faire. Donc c'est très bien de retrouver une activité professionnelle. Justement, on va revenir sur ce fait de ne pas se représenter. Qu'est-ce qui a fait que justement vous avez décidé au bout de 10 ans, on arrête, on n'est plus député ? Est-ce que vous en aviez un peu marre de la politique ou est-ce que vous vouliez aussi un peu passer à autre chose ? Ou alors finalement il y avait peut-être des désaccords profonds à l'époque, vous étiez au Parti Socialiste. Mais j'avais pas évidemment que j'avais un désaccord profond, notamment avec la Fédération du Parti Socialiste de la Loire, qui était sur une lente dérive dont on a vu les résultats, puisque certains candidats aux élections législatives, Hamon a fait moins que son score national ici, et certains candidats aux élections législatives ont fait moins de 5%. Donc c'est dire, je pense qu'il y avait un système qui était cassé, et moi j'ai préféré en tirer toutes les conséquences, mais j'avais pas de difficulté pour me faire désigner, puisque on me demandait de repartir, mais je n'ai pas souhaité pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais dit il y a très longtemps que je ne me présenterais pas aux élections après 60 ans. Et alors c'est vrai que j'aurais pas été le premier politique à ne pas tenir mes promesses, mais là j'ai tenu. Et puis je pense que c'était l'occasion de faire monter des têtes nouvelles, des gens neufs, plus jeunes, et donc je pense qu'il faut passer le témoin quand on est en phase ascendante et pas uniquement quand c'est la débandade. Donc moi je l'ai fait, je suis extrêmement heureux. Mon successeur n'est pas mon héritier, il est autonome. J'essaye de l'aider chaque fois qu'il me sollicite, mais je m'impose pas, je vais pas squatter sa permanence. Il a changé de locaux par rapport au mien et je crois que c'est très très bien comme ça. D'abord, on n'est pas investi sur les mêmes sujets. Moi, j'étais sur la commission des finances et l'économie. Lui, il est sur la commission des lois, c'est un juriste. Donc, c'est très très bien comme ça. Donc, vous avez rejoint En Marche ? Oui, mais ça, j'ai été dès le départ. Oui. J'ai rejoint avant même les primaires. Vous étiez, j'allais dire, plutôt Macron qu'En Marche dès le départ. Ou alors les deux ne sont pas dissociables. Disons que moi j'ai fait partie de ceux qui ont accompagné Emmanuel Macron dès le démarrage. Alors moi je connaissais absolument pas avant qu'il soit ministre. Il se trouve que quand j'étais député, j'étais rapporteur spécial du budget des ministres qui étaient à Bercy, dont Emmanuel Macron, et que son intelligence, sa vivacité, son attention, sa gentillesse, ça a accroché tout de suite par rapport à d'autres ministres qui parfois regardaient les députés avec une certaine condescendance. C'était pas son cas. Et moi, j'ai été amené à rectifier des choses sur le budget. Il faisait confiance, on travaillait vraiment en toute confiance, et il savait dire s'il vous plaît, merci. Donc, ce qui est tellement rare en politique que on a envie de travailler avec des gens comme ça. Et puis, le PS était parti dans une telle aventure. François Hollande ne maîtrisait plus rien. La fin, telle qu'elle s'est passée, elle était prévisible. Et l'intelligence de Macron, ça a été de considérer que si on faisait rien,
on pouvait se retrouver avec Marine Le Pen présente au deuxième tour, ce qui est arrivé, et que le choix il aurait été entre... À l'époque, on parlait de Sarkozy et Marine Le Pen, et on entendait tous autour de nous, c'était un choix impossible à faire au deuxième tour. On aurait peut-être pu partir dans une aventure. Moi, je connaissais des gens de gauche qui n'auraient jamais voté Sarkozy pour se préserver de Marine Le Pen, voire même qui auraient pratiqué la politique du pire, et donc on pouvait se retrouver avec le Front National à la présidence de la République. Et donc, on peut imaginer le cauchemar pour le pays et pour tous les Français. Donc, c'était la seule solution possible. Et bon, il a eu de la chance, mais il a eu aussi... il a eu la bonne étoile. Non, mais il a eu la bonne étoile, c'est clair. Mais bon... c'est comme dans beaucoup de choses. Il faut croire d'abord en son destin, et puis il faut un peu forcer le destin aussi. Et lui, il a su forcer le destin. Il est parti, on n'était pas très nombreux au départ. Il est brillant, de toute façon, c'est évident. Moi, je faisais partie des réformateurs, très clairement, qu'il avait invité à leur première... dans la région de Bordeaux, on l'avait invité à notre rentrée parlementaire. Il y avait Gérard Collomb, il y en avait d'autres. Et après, moi, je suis resté un peu plus longtemps que d'autres parce que j'ai voulu aller jusqu'au bout de la primaire et soutenir Valls, mais très clairement, je savais que, et lui-même savait qu'il ne gagnerait pas, mais je me sentais lié par rien. Donc, dès que les résultats de la primaire sont tombés, moi j'ai parrainé Emmanuel Macron, et puis une page, 35 ans d'histoire personnelle quand même qui se tourne. C'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment, ça faisait partie de ma vie. Et j'imagine, pour ceux qui n'ont pas vraiment choisi, c'est un peu difficile. Du coup, je vais être cash. Est-ce que c'est une connerie, les primaires ? Ah bah oui, c'est une vraie connerie. Non mais c'est une vraie connerie en même temps. Pourquoi il y a eu les primaires au PS ? Parce que le PS était incapable de s'entendre sur le nom d'un candidat qui rassemble tout le monde. La droite a fait la même ânerie. Est-ce qu'il y en avait un qui pourrait rassembler tout le monde, justement ? Parce qu'on voit aujourd'hui ? Non, avant les présidentielles, parce qu'on voit bien que ça partait dans tous les sens. De Valls qui était très, très sur le côté droit, et Hamon qui était très sur le côté gauche. Il y avait un fossé, non ? Oui, mais le virus était déjà au sein du PS, parce qu'il avait fallu faire des primaires à l'époque de Ségolène Royal. Manifestement, alors c'était des primaires internes. On avait vu que c'est pas parce qu'il y a l'enthousiasme du plus grand nombre que c'est le meilleur candidat ou la meilleure candidate. Et avec Ségolène Royal, on s'était aperçu assez vite, au bout d'un mois, qu'elle n'était pas à la hauteur des enjeux. Alors à sa décharge, elle avait quelques petits problèmes à régler sur le plan affectif, personnel, ce qui était et c'est tout à son honneur d'avoir résisté dans une période où c'était pas forcément simple pour elle. Puis le PS, on savait que le PS perdrait. Sarkozy était tellement puissant à l'époque. Mais c'est clair que c'est une véritable ânerie. Et je pense que, de toute façon, le problème ne se posera plus comme ça pour l'avenir. Et s'agissant de la droite, j'ai cru comprendre qu'ils ne voulaient plus en faire non plus. Du coup, d'abord parce qu'il y a des tas de gens qui vont voter et qui font de la tactique. Moi, je sais que j'ai des amis qui sont allés voter pour Juppé ou pour Fillon pour éliminer Sarkozy. De la même manière que, dans le choix de Hamon, il y a des tas de gens qui sont venus voter, qui n'avaient absolument pas l'intention de voter socialiste aux élections présidentielles. Ce qui veut bien dire que ça sert à rien et qu'il faut plus en faire. C'est même dangereux. Ouais. C'est même dangereux, et puis c'est trop sous l'influence des médias. On n'est pas des Américains, de toute façon, on n'a pas cette culture. Non, mais attention, les primaires aux États-Unis, c'est très différent. D'abord, c'est un processus qui est long, très, très long, et qui permet d'éliminer les candidats au fur et à mesure, parce qu'ils partent très nombreux dans chaque camp, et elles se déroulent pas toutes le même jour, et donc ça permet de tester pour voir quels sont ceux qui sont capables dans chaque camp de l'emporter face à l'autre. Et ça se décante petit à petit, et là, ça s'est terminé à Bush contre Clinton. Trump, vous voulez dire Bush, c'était avant. Un peu avant. Oui, mais on le regrette presque. Presque, mais donc, ça n'a rien à voir. Et puis, leur système, c'est un système fédéral où il y a des représentants, il y a des grands électeurs par État. On comprend pourquoi, parce que si c'était pas comme ça, c'est la Californie et un ou deux autres États qui choisiraient le président des États-Unis. Donc, ils ont un système qui nous est étranger à nous, mais ça n'a rien à voir. Et en tout cas, c'est une très mauvaise solution. Alors, une question que j'avais prévu de vous poser beaucoup plus tard, mais qui vient finalement. Moi, j'ai toujours prôné le bon sens. Je me disais que quand on est de gauche, il y a des choses de droite qui sont valables, on peut les voter, et vice-versa, et pas toujours voter contre systématiquement parce qu'on est dans un camp ou dans un autre.
Et finalement, on se rend compte, vous avez parlé de déchirement en quittant le PS un petit peu, 35 ans de vie, vous avez dit, on vous classe quand même donc un peu à gauche. On a un Premier ministre qui vient de la droite. Finalement, aujourd'hui, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, on ne sait plus très bien comment on fait. Donc, finalement, c'est que des gens de bon sens qui sont là pour emmener la France dans la bonne direction, je dirais. Emmanuel Macron a une expression malheureuse au départ, il avait dit ni droite ni gauche. En fait, c'est et droite et gauche. Parce que bon... Suivant le sujet. Suivant le sujet, moi je pense que sur un certain nombre de sujets, il faut de l'efficacité. Parce que aujourd'hui, quand il y a une telle masse de gens au chômage qui trouvent pas de boulot parce que l'économie marche pas, parce que c'est bloqué pour des tas de raisons, et arrêtons de croire que notre pays est merveilleux et qu'on est meilleur que tous les autres. Hein. Il suffit de se déplacer un peu dans le monde et même chez nos voisins européens pour se rendre compte que finalement on n'est pas forcément beaucoup bien meilleur qu'eux. On n'est pas meilleur ni moins bon. On est dans la moyenne. Mais non. Enfin, le chômage des jeunes dans notre pays, c'est intolérable. Mais tout chômeur est intolérable. Non, mais en particulier. Quand vous embauchez des jeunes, vous mettez les vieux sur le côté. Oui, mais le chômage des seniors et des jeunes, c'est intolérable. Tous les chômeurs, pour moi. La durée, comment dire, la durée de temps de chômage. La durée au travail. Enfin, quand on est jeune, on est trop jeune. Alors, si on est une femme, ça va pas parce qu'on risque d'avoir des enfants. Quand on en a, ça va pas parce que on en a eu et qu'on risque d'être absent. Quand on a 45 ans, on commence à être senior, pré-senior. Je sais. Je suis bien placé pour en parler. Et voilà, donc je suis désolé, mais quelqu'un à 45 ans, il a encore plein de choses à apporter. Et puis beaucoup d'expérience. Oui, il a des choses à apporter. Qui peut transmettre. Et alors moi, qu'on m'explique comment des jeunes, alors ça va être de plus en plus difficile avec le Brexit, mais comment ça se fait que des jeunes qui viennent des quartiers, qui changent pas de diplôme, ni de culture, ni rien, ils traversent la Manche, ils trouvent du boulot à Londres, et qu'en France, on n'est pas capable de leur en donner. Il y a quand même un petit problème quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce pays, et qu'il faut remettre le moteur en marche. Donc, et sans aucun jeu de mots. Hein. Et sur les seniors, je suis pas pour qu'on fasse travailler les gens jusqu'à 70 ans, mais d'abord, peut-être qu'il faut faire des aménagements en fin de carrière professionnelle, parce que les seniors, ils apportent de l'expérience. C'est ce qu'on ne transmet pas en France. Et il y a la mémoire qui s'évapore avec les gens qu'on fait sortir du travail trop jeunes. Alors, il y a des gens... Il y a des problèmes de formation pour un certain nombre de personnes et de jeunes en particulier, mais c'est pas que ça. Je pense on a trop automatisé certaines fonctions. Enfin, moi, je suis désolé, mais je crois pas que le prix du carburant soit moins cher en France parce qu'il y a que des stations automatiques maintenant. Quand on va en Italie, c'est un truc tout bête. On rigole beaucoup des Italiens. Ils sont à 20 centimes au-dessus de nous, quand même. Hein. Oui, il y a quelques centimes d'écart. Oui, d'accord, mais enfin, on le paye autrement. Oui. Quand on paye les gens au chômage, on le paye aussi. Mais moi, j'en ai parlé encore hier récemment. Moi, je suis au gouvernement où je suis quelqu'un d'important. J'interdis le chômage. Et j'oblige toutes les entreprises suivant la taille à embaucher 1 ou 2 chômeurs. Oui, dans l'absolu, ça serait bien, mais sauf que ça se passe pas comme ça. On peut interdire plein de choses. Interdisons le chômage, puisqu'il y a des assistés, des feignants, interdisons le chômage. Non, je pense pas que ça soit comme ça. Bon, c'est clair que il faut à la fois que les entreprises soient attractives. Et d'ailleurs, les entreprises qui vont bien fonctionner, c'est celles qui seront capables d'attirer des collaborateurs. Celles qui vont avoir de mauvaises conditions de travail pour leurs salariés qui paieront mal, elles ont des difficultés à trouver. Donc il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. On entend aussi beaucoup d'entreprises aujourd'hui, des petites bien sûr, qui tournent avec des stagiaires. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Les stagiaires, ils ont leur place, mais ça ne peut pas remplacer des salariés. Mais il faut qu'il y ait aussi des stagiaires dans une entreprise. Bien entendu. D'abord parce que c'est un bon endroit pour apprendre certains métiers. On ne peut pas les apprendre à l'école parce que c'est l'utilisation de machines particulières, il faut être en conditions réelles, mais aussi parce que les stagiaires, ils apportent de l'innovation dans l'entreprise par rapport à des gens qui sont là depuis très longtemps. Une autre vision, plus jeune. Oui, ils sont plus jeunes. Un angle différent. Oui, mais je pense qu'on peut se nourrir. Mais on voit bien que sur l'apprentissage, par exemple, c'est très difficile en France par rapport à d'autres pays où l'alternance, c'est quasi automatique. On a l'impression aussi avec le temps, on voit passer des gouvernements, on a dit ni droite ni gauche, mais on dit gauche et droite, on a donc eu des gouvernements de gauche et de droite, on a l'impression que tout le monde fait bien le bon diagnostic, mais personne n'y amène des solutions. Est-ce que finalement ce nouveau gouvernement qui est en marche, il va finalement les amener ces solutions qui nous paraissent parfois évidentes ?
Bon, sur un certain nombre de choses, je crois qu'il y a des bonnes solutions qui sont apportées. Bon, il est beaucoup question, par exemple, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. J'allais venir aussi. Bon, pourquoi Macron a proposé ça? Parce que depuis 30 ans, 40 ans, on essaye de réformer cet impôt qui est un impôt imbécile et injuste. Qui n'est plus Parce que quand on habite avec Saint-Étienne, on ne paye malheureusement pas la même chose que quand on habite dans une autre commune de la périphérie. Tout à fait. Et dans la commune de la périphérie, des fois, il n'y a pas trois forcés, il n'y a pas des stades à entretenir, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas un opéra, il n'y a pas un théâtre, il n'y a pas... Donc ces équipements qui sont à la charge souvent que des Stéphanois, c'est que les Stéphanois qui payent, alors que ça profite à un plus grand nombre. Donc on voit bien que si on... Tout l'intérêt de métropole. Oui, mais sauf qu'on n'est pas à une fiscalité unique. Bon, moi, j'ai ma fille qui habite à la Fouillouche, je sais ce qu'elle paye en taxe d'habitation. Elle doit payer presque 5 fois moins que ce que je paye en habitant le quartier du Soleil. Donc, il y a un petit problème quelque part. Donc, on la supprime et on la remplace par autre chose, mais ou alors on amène de nouvelles solutions? D'abord, je pense que l'État a fait beaucoup d'efforts sur sa propre gestion. Les collectivités locales, et je suis bien placé pour en parler, n'ont pas fait tous les efforts qu'il fallait. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est même politiquement très incorrect, mais je le dis. C'est votre liberté aujourd'hui. Oui, c'est ma vous totale... l'aviez déjà avant, vous l'aviez encore. Mais c'est ma totale liberté. Je pense que l'informatique, ça a changé des choses, que ça a modifié les emplois, qu'il faut que les gens se forment pour faire autre chose. Il ne s'agit pas de supprimer les emplois dans les collectivités publiques, mais les redistribuer. Il faut, en tout cas, ce qui est certain, c'est que nos concitoyens, ils n'acceptent plus de payer de plus en plus cher pour des services qui sont plutôt de moins bonne qualité. Et donc, il faut réfléchir à autre chose. On a l'impression que c'est plus tellement justifié, c'est ça le malaise, quoi. On ne se rend pas toujours compte. Mais en même temps, la scolarité de nos enfants est gratuite. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, mais je crois que il faut réfléchir autrement. Et tous les services doivent évoluer. Bon, les systèmes de retraite. Quand Macron dit il faut qu'il y ait un système unique, à terme, j'ai cru comprendre qu'on allait s'engager peut-être même avant la fin de cette mandature, parce que qu'est-ce qui explique aujourd'hui maintenant je commence à réfléchir à ça, je fais valoir mes droits à la retraite. Franchement, c'est un sac de nœuds pas possible. On a des tas de papiers. Mais c'est une usine à gaz. Les gens qui vont avoir travaillé dans des tas de boîtes, dans des tas de secteurs, mais déjà pour avoir le récollement. Alors c'est bien fait. Quand vous avez perdu un papier, c'est encore plus compliqué. Oui. Alors, mais qu'est-ce qui justifie que, par exemple, la mutualité sociale agricole qui gère les agriculteurs, qui sont plus très nombreux aujourd'hui, continue à exister, alors que la CARSAT pourrait parfaitement gérer les retraites des autres. Il faudrait qu'une seule caisse? Moi, je suis favorable, comme d'ailleurs c'était l'intention, au passage, c'était l'intention de ceux qui ont créé la sécurité sociale à la Libération. Sauf que tel ou tel n'ont pas voulu y rentrer parce que ça faisait les cas particuliers. Oui, les cas particuliers, parce qu'à l'époque ils vivaient bien, sauf que maintenant ils ne vivent plus bien, parce qu'on comprend bien que le régime des mineurs aujourd'hui c'est un peu difficile. Le régime des agriculteurs c'est pareil, il doit y avoir 3 retraités pour un cotisant. Ça peut plus continuer. Alors il ne s'agit pas il faut pas dégrader les régimes qui existent, il faut les adapter. Et ça veut dire que les gens qui travaillent dans ces secteurs, ils peuvent être absorbés petit à petit, ça prendra du temps. Moi, je suis contre toutes les évolutions brutales qui se font contre les gens, mais quand on aménage les choses, quand on explique les réformes, il n'y a pas de raison que nos concitoyens ne les comprennent pas, ne les acceptent pas. Faire beaucoup de pédagogie. Oui, mais j'observe d'ailleurs que finalement, les fameuses ordonnances qui devaient... ça passe beaucoup mieux que la loi travail de Myriam El Khomri. Alors peut-être ça a été annoncé. Ça a été mal vendu, et puis je pense que là on est dans une attente aussi. Oui. Même si on est contre, parce qu'il y a beaucoup de gens contre, on est quand même en attente de voir on se rend compte qu'il faut quand même que les choses bougent ou évoluent. Oui, mais je crois aussi que les Français se sont rendus compte que la fameuse loi travail de Myriam El Khomri, elle n'a pas provoqué les désastres que certains annonçaient, en réalité. Non, mais ça n'a pas changé grand-chose. On revient toujours au fait de dire qu'entre quelqu'un qui est au chômage et qui a peut-être une solution un peu moins bonne, mais qui a une chance de trouver un emploi, c'est peut-être quelque chose à saisir. C'est une réalité. Quelque chose à saisir. C'est une réalité. Donc, et qu'en tout cas, les salariés du privé ne l'ont pas rejeté d'emblée. Alors, en même temps, moi,
je suis très très soucieux que le dialogue social existe dans ce pays, parce qu'on ne peut réformer que dans le cadre du dialogue avec les représentants des salariés, des entreprises. Et ça, j'y tiens beaucoup. Ça ne peut pas être tout décidé par en haut et par l'Assemblée nationale. Alors, on avait préparé un conducteur et puis on est parti dans tous les sens. On va revenir au conducteur. Samedi dernier, à Chassieux, il y avait un grand rassemblement d'En Marche. Est-ce que vous pouvez nous raconter... C'était le premier. C'est vrai, est-ce que vous pouvez nous dire exactement c'était pourquoi faire et c'était surtout quel était le but? C'était vraiment de devenir un vrai parti politique? En Marche, tout a été fait à l'envers depuis le début, puisque... Ça ne marche pas trop mal quand on fait les choses à l'envers, finalement. Oui, finalement. On a fait élire un président de la République alors qu'on n'avait pas de formation politique. Bon, ça a été une agrégation de gens volontaires très... On revient à la bonne étoile? Non, c'est pas que ça. Je crois que ça pour rencontrer de plus en plus d'adhérents de En Marche. Alors certains sont connus, d'autres beaucoup moins, et certains ne veulent pas se faire connaître, pour des tas de raisons. On a quand même 3200 adhérents ou sympathisants proches dans la Loire, ce qui est déjà pas si mal. Avec des noms qui peuvent surprendre, mais dont évidemment que je ne révélerai pas à l'antenne. Mais il fallait structurer tout ça, parce qu'il y avait beaucoup de bonne volonté, avec une très très grande majorité d'adhérents qui n'avaient aucune expérience politique, parfois même aucune expérience de vie associative, etc. Des gens neufs qui se sont dit, bon allez, moi j'ai 30 ans, 40 ans, il est temps que les choses bougent dans ce pays, j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes discours, formatés à droite, formatés à gauche, avec un parti socialiste qui se joue les révolutionnaires puis au pouvoir, qui est dans le réalisme. Et donc, les gens en avaient marre. Et donc, il y a eu une forte adhésion. Ça a donné les résultats qu'on connaît. Le président de la République est élu, une très grosse majorité à l'Assemblée nationale. Et maintenant, il faut structurer tout ça, parce que c'est pas, comme on dit, one shot. C'est pas que l'élection présidentielle, même si l'élection présidentielle, c'est important pour le pays. Derrière, il faut asseoir. Il faut faire marcher l'État. Il faut faire marcher l'État. Et puis, on sait qu'il y a Paris et il y a le reste. Et que d'ici quelques années, il faudra qu'on s'intéresse aux prochaines échéances. Et donc, pour ça, il faut être organisé, parce que la politique, c'est de l'organisation, c'est aussi des idées nouvelles, c'est tout ça qu'il faut maintenant créer après coup. Et c'est pas forcément simple, parce que des fois, il y a des adhérents de base qui sont plutôt dans des réflexes presque anti-élus, parce que les élus ont tellement fauté dans le passé que j'ai jamais été élu, donc je vois pas de quoi vous parlez. Non, mais il y a des élus qui n'ont pas forcément donné une très bonne image de la politique. C'est une réalité. En même temps, les élus, ils ont leur rôle. Comme dans tous les milieux, j'ai envie de dire. Voilà. Et dans une démocratie représentative, je pense que on n'a rien trouvé de mieux que les élus, à condition de les choisir correctement et qu'ils fassent leur boulot, qu'on soit exigeant avec eux. Donc voilà. Aujourd'hui, il faut rassembler tout ça. Moi, j'y participais puisque je suis membre de droit en tant que référent. Alors, certains ont dit que c'était pas très démocratique. En général, c'est ceux d'autres partis politiques. Ça me fait bien rire quand vous allez vous améliorer avec le temps, de toute façon. Non, mais enfin, moi j'ai fait un certain nombre de congrès dans ma vie, en 35 ans de PS. Oui, tout à fait, j'imagine. Les jeux étaient un peu faits à l'avance quand même. On pouvait amuser la galerie en faisant croire que, etc. Mais les jeux étaient faits à l'avance. Et donc, moi je trouve que c'est très très bien que Christophe Castaner, que je connaissais bien. Il est bien lui aussi du Parti Socialiste. Oui, et c'était mon homologue de PACA. Avant qu'il soit député. Qui s'était retiré au profit de Estrosi pendant la campagne des régionales. Et ce qui est tout à son honneur, parce que franchement, on n'allait pas courir le risque d'avoir la jeune Le Pen présidente de région. Donc c'est tout à son honneur. Et je crois aussi que ça a permis d'assainir un peu la politique en PACA, parce que des gens, je crois que le système, il avait un peu dévié, on va dire, du côté du Parti Socialiste, et dans certains départements. C'est pas très net d'écouter des Bouches-du-Rhône, je crois, le PS. Oui, mais lui, il n'est pas des Bouches-du-Rhône. Oui, bien sûr, il est de Fort-Calquier. Il est dans le 04, si je dis pas de bêtises. Et donc, l'arrière-pays n'a strictement rien à voir avec ce qui peut se passer sur le littoral. Et donc, c'est un type qui est très rigoureux,
il était absolument pas macroniste au départ. Hein. C'était un vrai loyaliste vis-à-vis de Hollande. Et puis il est arrivé aux mêmes conclusions que d'autres, hein, et que moi. Je pense qu'Hollande ne faisait plus l'affaire. Est-ce qu'il l'a fait un jour? Je peux dire que c'était pas mon candidat pour la primaire. Non, parce qu'on a quand même la sensation avec le recul que les gens votaient contre Sarkozy, mais pas pour Hollande. Non, il y a eu un vrai engouement, hein, parce que moi, à l'époque, j'ai soutenu Martine Aubry. Alors, c'est pas que j'avais un amour. D'autant plus qu'on était dans la période Strauss-Kahn aussi, donc c'était un peu compliqué. Oui, d'abord, Strauss-Kahn avait appelé à voter Martine Aubry, hein, au passage. Donc, il le faisait en toute connaissance de cause. Parce que Martine Aubry, elle a un sale caractère, elle a beaucoup de défauts, mais elle a aussi beaucoup de qualités. Et avec elle, quand c'est blanc... Pour une femme de gauche, j'ai envie de vous dire, elle est droite. Elle a l'air droite. Oui, c'est ça. Dans sa c'est parole. ça. Et bon, alors, la Martine Aubry d'aujourd'hui, c'est plus tout à fait celle qu'on a connue comme ministre. Mais bon, quand c'est blanc, quand c'est noir. Et c'est jamais entre chien et loup, C'est ce que j'aime chez les gens. Voilà. Et malheureusement, ce que je redoutais... Alors après, moi, j'étais d'une très grande loyauté vis-à-vis de François Hollande. Hein. D'abord parce que quand on est élu, moi, même si j'avais fait 60% aux élections législatives, je devais quand même un peu mon élection à Hollande. Un peu. Il y en a qui ont dit le contraire pour les municipales, ils avaient perdu à cause de Hollande, donc on sent un peu... Oui, mais enfin, moi, je dis que j'étais pas un Hollandais, je dis que j'ai quand même gagné grâce à Hollande. Enfin, bon, même si j'avais gagné le coup d'avant, sans Hollande, contre Sarkozy. Donc, il y avait une dynamique d'ensemble. On peut jamais rejeter complètement la faute sur les autres. Enfin, on a toujours une part de responsabilité, aussi bien dans la victoire que dans la défaite. Donc, moi, j'étais pas un Hollandais, mais j'étais d'une grande loyauté, parce que quand on a un contrat, si on n'est pas content, on démissionne. On quitte le parti auquel on appartient, voire même on démissionne. On peut pas faire changer les choses à l'intérieur du parti. Si, on essaie. Bon, on essaie. Il y a des trucs, par exemple, sur la déchéance de nationalité, moi, j'ai refusé de voter. Parce que ça, ça allait au-delà de ce que je pouvais accepter. Et là, c'est une question éthique pour moi. Bon, mon épouse est d'origine étrangère, même si elle est née en France, etc. Il y a des trucs, c'est sur des registres. Moi, j'ai vu des gens qui m'interpellaient violemment là-dessus. Ouais, ça a fait débat. En plus, adopter une mesure qui ne servait strictement à rien, parce que celui qui veut se faire sauter avec une ceinture de bombe... C'est encore une fois de la symbolique, de la communication. Oui, mais enfin, c'est débile. Bah oui, mais c'est pas moi. Et sauf qu'il a entraîné tout le monde dans sa perte, parce que ni Cazeneuve ni Valls n'étaient pour. Hein. Oui. Et alors, en plus, quand on a appris par la suite comment la décision a été prise avec Ségolène Royal qui déjeunait à l'Élysée avec ses enfants, son fils qui était contre et Ségolène qui était pour, franchement, je suis désolé. À la limite, il pouvait faire la proposition, mais ne pas s'entêter sur un truc comme ça, qui ne servait à rien. Et qui, alors pour le coup, qui était... un reniement complet de ce que sont les valeurs de la gauche et de la République. Tout à fait, j'allais vous dire de la France. Donc à Chassy, on a fait quoi alors? On a décidé de l'avenir, on s'est structuré, on a fait un beau parti, un bel emballage. Non, d'abord, c'est l'occasion, pour moi, pour ce qui me concerne, ça a permis de reprendre des contacts qu'on n'a pas de manière très très régulière. Et puis il y a des amitiés, enfin, dans tout mouvement politique, il y a des vraies amitiés sincères, camaraderie. Ça permet d'échanger avec les grands chefs aussi. C'est pas tellement ce qui se dit à la tribune qui est important, même si ça a une certaine importance. Ouais, encore qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai noté quand même que les marcheurs, ils sont nettement plus disciplinés que ce que j'ai connu. Ils sont tout neufs. Oui, ils sont tout neufs, ils en veulent. Ça a permis de voir tous mes collègues référents d'En Marche Auvergne-Rhône-Alpes, dont la référente du Rhône, qui se trouve être Madame Collomb. J'allais vous le dire, mais j'étais pas sûr, donc j'attendais. Oui, non mais... ça reste encore en famille, quoi. C'est un peu... Non, pas du tout, parce que, alors franchement, pour ce qui la concerne, jamais, même avant, elle a mis en avant son statut d'épouse de... c'est une authentique militante politique, hein, bien avant. C'est elle qui avait fait découvrir un certain nombre d'élus nationaux, hein, quand elle était dans une qui était à Sciences Po avec elle. Et c'est une bonne camarade qui fait peut-être la bise aux autres, comme les autres. Bon, évidemment qu'elle a
Et je crois que ceux qui pensent pouvoir s'adresser à son mari en passant par elle sont mal tombés avec elle. Mais donc ça permet, en tout cas ça nous a permis à ceux d'Auvergne-Rhône-Alpes de dire que nous on était en première ligne désormais face à Laurent Wauquiez. Là aussi, il y a beaucoup de travail. Là il y a beaucoup de travail On et va en je parler dans la deuxième partie. pense qu'on est les seuls à faire le cordon sanitaire autour de lui. Donc il y aura des informations et des nouvelles bientôt du côté de Lyon sur notre organisation, sur notre présence à Lyon, qui sera une présence physique. Le moment venu, On va parler beaucoup d'avenir dans la deuxième partie. On va faire une petite pause musicale, comme on fait dans cette émission, pour reprendre un peu son souffle et puis boire un verre d'eau ou un café. On va être transparent, parce qu'aujourd'hui on est dans la transparence. Vous aviez choisi une chanson, vous n'avez pas pu la télécharger, hein, vous aviez choisi Yo-Yo Ma. J'en ai choisi une autre. Alors on en a choisi une autre, donc on va écouter David Bowie et Freddie Mercury, et la chanson c'est Under Pressure. Vous m'avez dit sans aucune pression, et on revient juste après, donc en deuxième partie, pour parler de l'avenir. Vous écoutez Loire FM sur 100.9. Un retour dans l'émission Rendez-vous avec la politique. Cette semaine, c'est Jean-Louis Agnières. Je suis un peu surpris parce qu'on devait entendre un autre jingle, mais c'est pas grave. On reste donc en marche, on est assis, mais on reste en marche. Alors Jean-Louis Agnières, on a parlé de beaucoup de choses dans cette première partie. Une dernière chose, moi j'ai vu passer quelque chose, c'était peut-être un peu secret, c'était c'était vous qui donniez votre avis sur les désignations des candidats. Vous allez sûrement être informé. Moi, j'ai eu le mail. Alors, à chaque personne, il y avait votre appréciation à côté. Pas fiable. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Oui, non, mais je sais bien. Mais bon. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a gêné que ça soit un peu public? J'assume parfaitement ce que j'ai dit, et notamment quand j'ai été désagréable avec quelques-uns. Bon, il y avait beaucoup de candidatures. Il faut trancher, de toute façon. Non, mais il y avait beaucoup de candidatures. Il y en avait une centaine pour la Loire. Bon, on avait réuni, je crois que c'est 70 de ces candidats à Roche-la-Molière pour qu'on les connaisse. Et puis, il y a eu un travail de décantation. Bon, quand on a un peu d'entraînement et qu'on teste les gens, on voit bien ceux qui ont un potentiel, ceux qui n'ont pas de potentiel, ceux qu'il vaut mieux éviter parce qu'ils sont là juste par opportunisme. Et comme j'étais quand même un peu branché avec Paris, on m'avait demandé d'éclairer la lanterne de ceux qui auront à choisir. Bon, j'ai fait une note politique. Il se trouve qu'elle s'est retrouvée ensuite dans le Macron Leaks sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, France 2 voulait que j'aille en plateau raconter. Je dis, écoutez, cette note n'est pas censée exister, puisque vous l'avez, elle a été piratée. Ouais. Mais j'assume parfaitement ce que j'ai dit. Et finalement, bon, ce que j'ai dit, c'était quand même pas si mal que ça, puisqu'on a eu 4 députés. Vous avez failli faire le Grand Chelem, d'ailleurs. On a failli faire le Grand Chelem, mais c'est pas moi qui ai choisi. Moi, il y a certains qu'il fallait absolument barrer parce qu'ils n'étaient pas fiables. Et d'autres, je crois que vous allez recevoir Julien Borowczyk au mois de bientôt. décembre, le mois prochain. Moi, j'avais dit, il doit s'en souvenir encore, qu'il avait toute la rondeur nécessaire. Alors, quand il avait lu la note secrète, il m'a dit, mais c'était dans quel sens? J'ai dit, c'est dans tous les sens du terme. Tu as la rondeur qu'il faut et peut-être même tu as un profil de sénateur, en plaisantant. Mais je sentais que ce type-là, il allait bien passer, vu son comportement. Dans le contenu, vous parlez. Dans le contexte de cette élection, sur le territoire sur lequel il était, c'était l'homme ad hoc. Après, il fallait gérer la parité. 3 hommes, 3 femmes. Bon, en réalité, ça se passe toujours comme ça. Mmh. Enfin, sauf que ça sort pas en général. Oui, enfin, dans tous les partis politiques, je suis désolé, mais les responsables départementaux, ils vont éclairer la lanterne. Alors après, on peut bidouiller des trucs avec des votes de militants, mais quand il s'agit des élections législatives, un député sortant, il a toutes les chances d'être désigné, sauf s'il a vraiment fait l'imbécile. Il y en a même qui sont désignés au bout de 7 mandats, oui, à côté de Saint-Chamond. Et
bon, en tout cas, moi j'ai vu François Rochebloine, on lui a parlé de cette note. Moi, elle n'était pas insultante pour lui, cette note. Moi, je simplement relevé qu'à la 6e candidature, ça risquait d'être la candidature de trop, et que nous, on avait une opportunité, donc il fallait présenter une jeune femme face à lui. Donc, après, il faut jouer des faiblesses de ses adversaires. Tout à fait, c'est comme dans le sport. Et voilà, donc c'est comme en judo, on joue de la force et de la faiblesse de ses adversaires. Pour revenir au Grand Chelem, on a 2 personnes qui ont été réélues, c'est Denio Cinieri sur Firmini et Régis Juanico là, sur Saint-Etienne. Est-ce qu'ils ont une prime j'ai presque même envie de dire, à la compétence ou être vraiment ancré sur le terrain, ou alors ça n'a rien à voir, c'était vraiment un peu à quelques voix près, c'est un peu le hasard finalement. Non, mais il y a ces 2 circonscriptions très différentes. Bon, David Koffer a échoué à 99 voix dans une circonscription qui avait été quand même redécoupée tout spécialement pour Dino Cinieri. Donc elle était extrêmement difficile. On m'aurait demandé de prendre les paris. Moi, après le premier tour, je voulais y croire, mais c'était très difficile. En plus, il y a toute une partie de la gauche, sur la vallée de l'Andenne, qui a fait le vote révolutionnaire. Hein. Ça se mesure dans les bureaux de vote. On a regardé très précisément. Il y en a qui préféraient avoir Cinieri que David Koffer. Bon, très bien. C'est leur liberté. Pour c'est plus facile pour les subventions. Oui, d'accord. Enfin bon, on fait pas de la politique uniquement par rapport à des petits intérêts quotidiens. On en voit beaucoup quand même. Et par rapport à la Régis Juanico, bon, d'abord Régis Juanico est un député. Moi, j'ai toujours dit qu'il faisait son travail de député, même si j'étais en désaccord sur ses orientations nationales. Localement, c'était un député qui faisait le boulot, qui était très présent. Bon, nous, je pense qu'il y a eu des fautes de jeunesse de la candidate, parce que normalement, à l'issue du premier tour, elle n'aurait pas dû perdre. Il y a eu cette création intempestive du groupe En Marche au conseil municipal qui a été mal interprétée. Mais là aussi, on reviendra parce que c'est très compliqué à comprendre la lecture à Saint-Etienne. Non, mais ils n'avaient consulté personne, donc ça a été interprété par Artigue et d'autres comme c'est Maurice Vincent qui fait son comeback, et bon, c'était facile à vendre. Du coup, y en a qui ont fait voter, la droite, qui ont fait voter pour Régis Juanico quand même. Hein. Donc quand maintenant Gilles Artigue se plaint de Juanico sur tel ou tel sujet, je dis mais c'est très simple, hein, il fallait pas faire voter pour lui. Surtout à 22 voix. Ouais, c'est vraiment la Donc, cuisine. La cuisine nous, on avait une électorale, candidate qui était complètement nouvelle. Elle maîtrisait pas les codes de la politique. C'est ce que j'ai vu. Je pense que c'est une. Je l'ai vu 2-3 fois. C'est une femme très sincère, mais elle maîtrisait pas les codes. Elle avait un suppléant qui les maîtrisait pas non plus. Bon, normalement, elle n'aurait jamais dû perdre. Mais bon, elle a perdu. Elle n'a pas voulu faire de recours. C'est tout à son honneur, parce que je pense que quand on a perdu, et c'est pas des recours devant les tribunaux. Bon, en même temps, la victoire de Régis Juanico n'est pas usurpée. Je le dis, je le dis très tranquillement, même si on ne partage pas les mêmes points de vue. Tout à fait, non, mais on a bien compris. De toute façon, comme je dis toujours, on peut être amis sans avoir les mêmes idées, donc il n'y a aucun souci. Oui, et puis on peut être adversaire et se respecter aussi. Tout à fait. Parce que maintenant, pendant le temps de la campagne présidentielle et législative, c'était un adversaire, très clairement. Oui, mais j'ai vu, moi, je suis très présent sur les réseaux, je lis tout ce qui s'écrit. J'ai coaché les 4 candidats de la Loire, j'ai fait en sorte qu'ils gagnent. Enfin, les 6 candidats même, j'ai fait en sorte qu'ils gagnent. Bon, il y en a 4 qui ont été élus, c'est déjà pas mal. Hein. Et comment ça se fait, quand ça se passe quand on est un peu proche du nouveau président? Est-ce qu'il vous envoie un petit mot en vous disant, vous félicitant des résultats? À la suite de ça, non. Par contre, de temps en temps, on échange par SMS. Par SMS? En temps. Oui. De temps en temps. Mais moi, je vais pas le fatiguer avec le président de la République. Mais sur un certain nombre de sujets, j'ai été amené, et maintenant j'ai un canal pour faire remonter, parce qu'il a besoin de capteurs sur terrain, bien sûr, fiables. Et il sait que moi je suis complètement désintéressé. Donc on revient à la cuisine politicienne, et surtout à Saint-Etienne, on a eu beaucoup de mal à comprendre, parce que on avait avant gauche-droite, alors on était à gauche, on était à droite, des fois on disait on n'est pas d'accord, mais on est de gauche, alors on va pas surtout dire qu'on est d'accord. Et puis on voit à Saint-Etienne des problèmes, et puis on voit un maire qui est donc aux Républicains, qui a l'air d'être en guerre avec le futur patron des Républicains. On a un ancien maire qui est rejoint En Marche.
Alors on se dit, ils sont en train de se battre au conseil municipal, monsieur Vincent et monsieur Mais il n'y Pedrio. est plus, Maurice Vincent. Oui, donc, il est en retraite, mais, ouais. mais avant les élections. Hein. Et on a l'impression qu'ils vont tous se rejoindre en marche, alors on comprend plus rien. Et puis pour être complet, je reviens à la question que je vous ai posée en off pendant la chanson. On a quelqu'un qui soutient vraiment monsieur Fillon au mois de mai, et puis qui se présente au Sénat sous l'étiquette pas tout à fait en marche, mais quand même un petit peu. Donc les lambda, les gens comme moi qui sont pas dans le cercle, mais qui ont un peu une oreille, on comprend plus rien. Bon, d'abord, moi, quand j'étais député, j'ai jamais été dithyrambique sur Maurice Vincent quand il était maire, et j'ai jamais été dans une opposition frontale, aussi bien à Thiollière qu'à Gaël Perdriau. Bon, quand Thiollière a fait le Zénith, moi j'ai soutenu. Quand il a fait la Cité du Design, j'ai soutenu. Quand Gaël Perdriau a fait décidé de la 3e ligne de tram, j'ai soutenu. Parce qu'il y a un moment, on travaille d'abord pour l'intérêt du territoire de la ville. Et ça transcende nos petites querelles personnelles. Parce que quand on n'est plus là... Saint-Étienne avant tout. Saint-Étienne avant tout. Bon, à l'époque, d'ailleurs, moi j'avais soutenu Michel Thiollière contre certains socialistes sur la 2e ligne de tram qui va à Châteaucreux. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un pourrait dire que cette ligne de tram ne sert à rien ? Non. Ça a complètement modifié le quartier de Châteaucreux, ça permet de réhabiliter. On sait beaucoup. Quoique là, je vais peut-être vous faire un petit bémol. On est en train justement de faire revivre Châteaucreux, mais on a tué un peu le centre-ville, non ? Ah non, mais après, il faut trouver les équilibres. Parce que tout le monde va à Châteaucreux maintenant. On se dit, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de l'or à Châteaucreux ? Non, il n'y a pas d'or d'abord. Mais bon, il y a eu d'abord le siège de Casino qu'il fallait faire rester à Saint-Étienne. Bon, moi, c'était ma première décision de vice-président de la région. Hein. On est venu me voir pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que le siège de Casino reste à Saint-Étienne. Donc on a financé les rachats de terrain, la dépollution. Il fallait le faire. Et on a récupéré des centaines de fois, même des milliers de fois, ce qu'on a mis grâce aux impôts du groupe Casino. Il fallait le faire. Là, on est convaincu, ensuite, il y a eu le tram. À l'époque, du temps de Thiollière, je représentais la région. Je présidais le comité d'aménagement de Châteaucreux. Donc c'est dire que j'étais assez actif et ça me plaisait en plus, hein, parce que j'aime bien construire la ville et il ne faut pas le faire uniquement en opposition par rapport à l'autre. Enfin, oui, sûr, on est là pour faire des propositions. On est dans Et après, si on peut amener les autres sur ces propositions, échanger sur ces propositions, c'est tant mieux. Bon, moi, j'ai été élu sur des propositions d'aménagement de la ville. Alors, quand j'ai été élu la première fois conseiller général, c'était en 1998. J'avais dit que pour la place Chavanel, il fallait dégager les bus. À l'époque, il y avait la gare routière qui était quand même sordide. Bon, alors il fallait dégager les bus. Ouais, mais enfin, on a un cimetière maintenant à Chavanel, c'est un mouroir. Oh bah, par rapport à avant. Mais après, c'est trop minéral. Mais ça, c'est le problème des espaces, des services qui s'occupent des espaces verts. Ils veulent que du béton. C'est plus facile à nettoyer que des fleurs. Mais bon, ça c'est un problème de. C'est un autre débat, on va dire. C'est un autre débat. Tout à fait. Comme la place d'Orléans. Il va falloir faire 2 heures sinon. Bon. Mais en tout cas, je pense que qu'il y ait des oppositions frontales au niveau national, ça se comprend parce qu'il y a des orientations politiques fortes. Quand on est sur faire fonctionner la ville, c'est autre chose. Ah, tout à fait, c'est l'intérêt général. Hein. Franchement, quand la ligne de tram, elle n'est pas de droite ou de gauche. Hein. En plus, les trams, maintenant, ils ont une porte à droite et une porte à gauche. Donc, ils sont en marche, les trams. Ils sont en marche. Donc, alors, c'est un peu compliqué parce que il y a beaucoup d'élus qui se posent des questions, et c'est pas que par opportunisme. Ils se disent, mais finalement, ces affrontements, ils sont stériles. Enfin, moi, j'ai connu des meetings. Bon sens. J'ai connu des meetings où on avait dans la même salle Joseph Sancdols et Michel Durafour. Bon, l'un ayant succédé à l'autre. Hein, Joseph Sancdols avait battu Durafour, et puis finalement, le temps passant, ils soutenaient les mêmes candidatures. En tant qu'ancien conseiller général, il y a une association des anciens conseillers généraux. On fait de temps en temps des petits repas ensemble. On est même invité par le conseil départemental. Et moi, j'étais à la table de tous les maires de Saint-Chamond, anciens et actuels. Bon, j'observe que Badet, Ducard et l'actuel, ils se battent pas quand ils sont ensemble. Parce que après, on relativise les choses.
Ça ne veut pas dire qu'on tombe dans les bras les uns des autres, mais la dernière fois, on a été question du contournement de Saint-Chamond auquel Ducard était opposé, puis finalement, quand il a été fait, il était très pour. Ça lui a permis de revaloriser le centre de Saint-Chamond. Donc, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Tout à fait. Et je crois que nos concitoyens, ils en ont marre de cette vision des choses. Ils sont jamais ou tout blanc ou tout noir. Donc le compromis. Oui, C'est quelque chose et le compromis, c'est pas la compromission. Chacun Tout à fait. garde. Voilà. Tout à fait. Quelques petits sujets, on va essayer d'être rapide. Les contrats aidés, on n'a pas tout compris nous non plus. Là aussi, il faut les prolonger, il faut les arrêter. Il faut faire quoi finalement? Parce qu'on voit là, que le débat droite-gauche ressurgit. Et même les gens de droite, ils veulent des contrats aidés. Donc on leur Oui, voit, c'est assez drôle quand on est perdu, quoi. Quand on se souvient qu'ils demandaient la suppression totale des emplois aidés. Bon, il y en aura 200 000. Je pense, moi je suis très libre, je l'ai dit par ailleurs, je pense que la méthode, c'était pas très habile de débrancher sans qu'on ait le nouveau dispositif. Alors, les contrats aidés, ils ont une vertu, ça permet à des gens qui sont sans solution de trouver un job. Ils sont utiles. En difficulté, ça permet, à condition qu'on les accompagne sur la formation et qu'on les accompagne sur l'emploi, ça permet de remettre le pied à l'étrier à un certain nombre. Mais ça était aussi trop longtemps des emplois Kleenex, c'est-à-dire que les gens ils faisaient 6 mois, 1 an, et hop, après ils dégageaient, il n'y avait aucun avenir. On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure pour les stagiaires. Et donc, il y en a eu sans doute beaucoup trop, parce que à la fin, ce gouvernement, avec François Hollande, il fallait en faire. Je me souviens. Il y a eu des effets d'aubaine, On a des fait collectivités. Je suis désolé, j'ai entendu Muriel Pénicaud qui disait, je suis désolé, la ville de Paris, ils ont les moyens de payer des gens sur des contrats normaux. Parce que moi je veux bien, ils n'ont qu'à payer des impôts locaux comme on les paye à Saint-Étienne, à Paris, et verront qu'ils auront les moyens de payer Donc là finalement, voilà. ça a été mal présenté. Ça a été mal préparé, brutal, et je pense que l'erreur surtout a été de remettre en cause des contrats qui avaient été signés. Ça c'est pas malin. Bon, mais c'est des erreurs de débutants sur les APL. Mauvaise communication même. Non. Après il y a des ministres qui sont pas rodés à l'exercice du pouvoir. Bon, sur les APL, c'est le ministre Bézard qui a annoncé ça. Je pense qu'il s'est pris une bonne ramonée par le président de la République. Puis bon, alors, il y a l'APL, je pense aussi, les APL. Même si j'ai pas son SMS, je pense aussi. Les APL des étudiants, c'est plus que compensé par la suppression de la cotisation de sécurité sociale. 264 € supprimés. Tant qu'on est dans la communication, il faut bien de la pédagogie, même il faut bien expliquer les choses. Et ça, je suis très heureux qu'enfin la sécurité sociale étudiant passe dans le régime général. Un autre sujet très polémique dans la région, c'est la 45. Quelle est la position de Jean-Louis Gagnère? Moi, j'ai toujours été pour, je milite encore. Avant de partir, j'avais fait tous les courriers, mon testament auprès du Premier ministre, auprès du Président de la République. Bon, il y a rien pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Ça sera au mois de janvier. Je comprends pas bien ceux qui étaient pour avant qui deviennent subitement contre par opportunisme politique. On dit qu'on c'est pas vraiment une solution parce qu'on va arriver à Lyon, il y aura autant de bouchons, une autoroute payante, elle sera moins fréquentée qu'une autoroute gratuite. Donc quelle est vraiment la situation? C'est une infrastructure qui devra être complétée à l'arrivée à Lyon. Ouais. C'est clair qu'à l'état actuel des choses, c'est pas satisfaisant. Mais bon, c'est comme la 89 au nord, c'était pas satisfaisant. Puis finalement, maintenant, ils trouvent une solution. Moi, je pense d'abord aux habitants de la vallée du Gier. Moi, je veux bien tous ceux les bonnes âmes qui trouvent une autoroute sur les coteaux. Mais ça va, pardon pour l'expression, ça va emmerder moins de monde que ceux qui sont en fond de la vallée, qui subissent toutes les nuisances, notamment à Rive de Gier, avec une autoroute qui passe au-dessus de leur tête. Et je pense que ces gens-là, ils ont aussi droit à la considération. Donc, ça permettra de requalifier, parce qu'il faut absolument requalifier la 47 dans la vallée du Gier pour en faire un boulevard urbain comme à Saint-Chamond. Et donc, bien sûr que ça coûte cher, mais il faut savoir que si on faisait la requalification de la 47 sur argent public, il y en a pour entre 600 et 800 millions d'euros. Donc, ça serait aussi cher que la 45. Et avec une infrastructure qui ne serait jamais aux normes d'aujourd'hui. Alors j'ai noté tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, vous nous en avez parlé, vous avez dit que vous étiez un petit peu écolo aussi parce que vous faites du vélo électrique. Non, trottinette. Trottinette, pardon. C'est trop violent pour moi. J'ai envie de vous poser une autre question. On est toujours dans les autoroutes, dans les voitures. Est-ce qu'on peut pas développer le chemin de fer, enfin la SNCF, on peut pas développer d'autres moyens qui seraient moins polluants, moins bruyants, peut-être plus adaptés aux années qui viennent? Oui, mais bien sûr.
Mais il faut tout faire en même temps. Sauf que la ligne de Saint-Étienne à Lyon, c'est la première ligne en France, TER. Oui, ça, je sais. On est à 16 000, on doit être à 16 000. Même la première 17 000. ligne historique. Oui, mais ça se sent d'ailleurs. Même si les trains sont cadencés, on a des trains tous les quarts d'heure aux heures de pointe. Bon, allez, mettons qu'on aille toutes les 10 minutes. Si on veut faire passer des trains de fret en plus dans la vallée du Gier, et puis on arrive à Lyon, c'est bouché. Bon, c'est 16 000, 17 000 voyageurs. Il y a 80 000 véhicules, voire 100 000 à certaines... Bon, et dans les véhicules, il y a plus d'un passager. Donc, on n'est pas sur les mêmes échelles. Bien sûr, moi, quand je vais à Lyon maintenant, mais déjà avant, je prends le train. Parce que je vais dans le centre de Lyon, j'emporte ma trottinette, si je vais au rectorat ou ailleurs, je prends le métro et ma trottinette électrique et je me déplace comme ça. Parce que je crois qu'aujourd'hui, de centre à centre, il n'y a pas de difficulté. Mais sauf que tout le monde ne va pas dans le centre-ville de Saint-Étienne et dans le centre-ville de Lyon. C'était un peu la question de toujours penser voiture, peut-être penser un peu autrement. Oui, mais parce qu'on pense aux voitures d'aujourd'hui. Ouais. D'ici 20 ans, on aura des voitures électriques qui ne pollueront plus. On aura des voitures automatiques, on les enclenchera, elles iront toutes seules à Lyon, elles respecteront le code de la route, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les conducteurs. Mais bon, on est aussi très attaché à cette liberté d'aller et venir, et donc il faut imaginer la société du futur. Par contre, l'histoire du tube qui emmènerait... j'ai lu ça aussi. Oui, en 6 minutes. Voilà. Je suis sceptique. Pardon, c'est difficile de faire plus con comme idée. L'hyperloop. L'hyperloop, oui, l'hyperloop. C'est difficile de faire plus con. Moi, je pense à la téléportation plutôt. Non, mais l'hyperloop, le temps de faire le vide, il y en a déjà pour un quart d'heure, 20 minutes minimum. J'aurais pas confiance en plus. Et donc, quand on habite Rive de Gier, on va à Lyon pour prendre l'hyperloop pour Saint-Étienne, ou on va à Saint-Étienne pour prendre l'hyperloop à Lyon. C'est débile. Ils sont cuits à Rive. Autant j'y crois à terme pour faire des grandes distances, pour faire un Paris-Berlin ou un Paris-Londres. On parle beaucoup de Turin, ça serait peut-être le coup de le faire. Lyon-Turin. Et puis bon, qui est-ce qui acceptera un gros tube de je sais pas combien de mètres de diamètre au-dessus de son jardin? Déjà qu'il y a des problèmes avec les éoliennes, qui sont pas esthétiques et qui font du bruit. Oui, mais enfin, c'est aussi bien que les pylônes électriques. Mais en France, il faudra qu'on choisisse un jour. On veut plus des centrales nucléaires, on veut pas du thermique, on veut pas des éoliennes et on veut pas des barrages. Donc, on fait quoi? Et on veut plus de pluie, on veut que du soleil. Oui, en plus. Allez, on termine cette émission avec un dernier sujet. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous avez parlé d'un cordon pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc, on est vraiment en marche, on est vraiment en opposition avec le président actuel. Disons que nous, on veut s'affirmer parce d'abord, on est en responsabilité en France. Je note quand même que c'est un des rares leaders de droite qui n'a pas voulu choisir au deuxième tour. Les autres... ils l'ont fait plus ou moins volontiers, mais ils ont dit qu'il fallait, on ne pouvait pas livrer la France à l'extrême droite et à Le Pen. Lui, il a refusé. Donc ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire que dans sa petite tête, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, Laurent Wauquiez, il avait l'idée de rassembler l'électorat de l'extrême droite avec celui de la droite. Et donc, on peut pas. On a déjà connu ça. Moi, j'ai été élu en 1998 quand Millon avait fait l'alliance avec le Front National. Ça m'a marqué à vie parce que j'ai vu de près ce que ça pouvait donner. Les gens qui se laissent aller, qui sont prêts à se renier juste pour quelques postes et leur intérêt personnel. Et on comprend mieux ce qui s'est passé dans des pages noires de notre histoire. Quand Pétain a demandé les pleins pouvoirs à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu beaucoup de députés pour lui refuser. Est-ce que je dis une bêtise si ce n'est pas les socialistes qui ont voté pour les pleins pouvoirs? Non, il y a des socialistes, dont Léon Blum, qui n'ont pas voté. C'est plutôt des députés de gauche. Mais effectivement, c'est l'Assemblée nationale qui avait été élue sous le Front populaire. Tout à fait. Il y en a très peu. Très peu, une minorité. Parce que c'est très facile de se laisser aller à la facilité parce qu'on a peur pour sa place, on a peur pour son poste. Et donc, très clairement, on est instruit par cette histoire. Il y a une histoire particulière dans notre région. C'est une histoire particulière sur les maquis, le maquis du Vercors, l'histoire particulière de Jean Moulin à Lyon. Et donc, on ne peut pas rigoler avec ça. Alors, peut-être que Laurent Wauquiez ne pense pas une seconde ce qu'il dit. Mais le simple fait qu'ils le disent, c'est déjà une faute politique. Et donc, nous, on veut que la France réussisse, qu'elle réussisse en dynamique, et non pas faire peur à tout le monde et à faire croire ce qui n'est pas. En plus, l'idée, c'est de rassembler. Oui, c'est rassembler. Et puis, moi, ce que je note, et en tant que ancien vice-président de la région, moi, j'ai des tas de retours hyper négatifs, parce que la région est en panne.
à vouloir faire du clientélisme, parce que la région, c'est pas un grand conseil général où on verse des subventions à tout va. C'est avoir une stratégie où on amène l'ensemble des acteurs Un horizon. à un horizon et qu'on est capable d'expliquer et on est capable de mobiliser tout le monde. Là, l'ami Wauquiez, il dit il fait des économies, d'accord. Enfin, les économies, c'est toujours possible, hein, effectivement. Il y avait un peu de gras dans la gestion de la région. Mais c'est pour faire quoi? Moi, je note qu'y compris dans des milieux qui y sont plutôt favorables, les gens sont déçus. Ils croyaient qu'il allait faire bouger les choses. Et contrairement à... on peut critiquer les politiques de Pécresse ou de Bertrand, avec lesquels je ne suis pas d'accord, enfin surtout Pécresse, au moins ils font des choses, lui il ne fait rien. Il est en train de mettre la deuxième région de France en panne, et ça s'est ressenti sur les investissements étrangers dans notre région, et donc il y a certains moments où faire de l'espouf, ça ne suffit pas, et donc c'est regrettable, et donc c'est clair que on va s'organiser pour être face à lui et le moment venu faire en sorte qu'il y ait une alternance dans cette région. Donc les échéances c'est pas pour tout à de court suite. terme et à long terme, il y a la mairie de Saint-Étienne, il y a le département de la Loire, vraisemblablement avec un les futur- élections municipales seront décalées d'un an, vraisemblablement. C'est ce que vous m'aviez dit déjà il y a Donc, quelques temps. Ça sera tout aura lieu Donc en même temps. 2021 pour la mairie de Saint-Étienne, et on peut penser, ou c'est vraiment, comme vous le dites en privé, une joke, une plaisanterie. Est-ce que Jean-Louis Gagnère Non, mais il y a pourrait des être tas- candidat En Marche? Il y a des tas de gens qui le disent, qui le pensent. Il y a même Non mais j'ai l'intéressé devant moi, il y a- donc il y je a pose la même, question directement. Est-ce que moi- Jean-Louis Gagnère sera le candidat d'En Marche pour la mairie de Saint-Étienne? Ah ou, bah, alors d'ici là, M. Perdriau aura rejoint En Marche et il y aura un accord. Comme ça simplifierait les choses. Donc Non, premier mais- adjoint peut-être alors. Non, mais moi, j'ai très clairement, j'ai choisi d'arrêter la politique. La politique active. Ça ne veut pas dire que j'arrêterai définitivement, je ne sais pas, je sais pas. Un nom définitif ou alors Non, on peut non, vous non, retrouver non, peut-être non, un jour on- alors d'abord, tant qu'on est président vivant- du conseil Non, régional ou président du non, département. mais tant qu'un politique est en vie, il est toujours poussé par ça. Mais ça ne veut pas dire que aujourd'hui, moi je viens à peine d'arrêter mes mandats d'élu et que j'y songe vraiment pas. Mais après, il y a les circonstances, il y a les amis, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Et voilà, chaque jour suffit sa peine. Alors on regardera avec précision l'avenir de Jean-Louis Gagnère. Ouais, il ne faut pas croire tous les tweets qui Oui, apparaissent. vous êtes un champion du tweet en plus. Hein. Oui, mais il n'y a pas que les miens. Pas du twist, du tweet. Oui, En avec tout cas, le twist, je serais embarrassé. Merci beaucoup d'être venu. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec mes meilleures années. Merci, à la semaine prochaine. Messing with people just for fun.